Bonjour à toutes et tous. Nous avons eu le plaisir dans notre émission d'inviter Effulgence, rôliste strasbourgeois, responsable de l'association Association Nebomor, co-auteur des Chroniques de Nebomor, auteur de Bushido et de Soratumi, pour nous parler du JDR en milieu associatif. Parce qu'on est de nature curieuse et que certaines arrivent dans la vie adulte, on a dû poser un contexte sur l'administratif de l'association pour mieux comprendre ses fonctions, ses activités. Ensuite, on a abordé l'organisation des parties avec les joueurs dans l'association. Comment ils faisaient, avec quels principes, la communication entre les joueurs. Puis, enfin, on a abordé l'accueil des nouveaux joueurs et l'adaptation de l'association à ces bébés joueurs. Mais qui voilà, notre splendide, resplendissant et soyeuse invité, qui est Fulgens. Tu étais déjà venu à une précédente édition de Rolls. Nous n'allons pas te faire repasser par le cadre d'interview. Nous t'évitons d'avoir à subir cela. On a plein de questions à te poser sur la question du jeu de rôle en milieu associatif. Parce que donc, pour donner un tout petit peu de contexte, tu fais partie d'une association que tu as cofondée, qui s'appelle Nebomor, qui a été déclarée en juillet 2019. Et ma première question va être super simple. Est-ce que tu peux présenter l'association Nebomor en détail, faire une petite rétrospective, libre à toi de mettre à peu près ce que tu as envie. Déjà, parce que sinon je vais pas pouvoir penser à autre chose, tu t'es trompé sur le nom officiel de l'association. Il s'appelle Association Nebomor et non pas Nebomor. Dans notre quiz pour présenter l'asso, c'est un des pièges récurrents. Il va y avoir sûrement beaucoup de blabla administratif, mais on va garder ça pour plus tard. Nebomor, à la base, c'est un univers qui est plus ou moins en gestation depuis 2011, à peu près 2010, qui a changé beaucoup en 2012-2014, quand beaucoup de nos membres fondateurs étaient à la fac, à l'époque où nous avions moult temps. C'est devenu par la suite une association en loi Alsace-Moselle, c'est très important, parce que du coup, nous devions être 7 personnes fondatrices pour créer l'association. Et ensuite, effectivement, on s'est fondé à Strasbourg, dans une date que je n'ai plus sous les yeux. Fondé, donc, c'est un acte légal, on n'est plus une association de fait, on est vraiment une association, on a un but, une existence aux yeux du tribunal, aux yeux de la loi, etc. etc. Et notre but, ça a toujours été de faire du jeu de rôle avec un maximum de personnes. On a eu plusieurs partenariats qui se sont tissés au fur et à mesure. À savoir que là, présentement, en 2025, on est à une phase un peu, un tournant de notre histoire, parce qu'on a essayé de mettre un tournant bien plus inclusif dans nos façons de faire. On a des partenariats qui ont changé, on a des personnes qui sont venues, qui sont parties. Donc on est à une époque un tout petit peu charnière de l'association. On a aussi publié un livre qui est dans sa version 1.0, publié entre deux vagues de Covid, qu'on avait auto-édité, et désormais on est en train de travailler sur la version 2.0 parce que l'univers commence à être un peu vieillissant, il y a pas mal de choses qu'on aimerait mettre à jour et un peu rechanger. Des bêtises qu'on a pu dire il y a 10 ans qu'on est en train de corriger petit à petit. Et notre façon de faire du jeu de rôle aussi qui a pas mal évolué. Petite question qui me vient comme ça avant que j'entame les parties de questions sur l'association. Est-ce que tu peux un petit peu plus détailler sur le tournant inclusif justement dont tu parles? Oui, alors on peut pas changer officiellement le but de l'assaut, donc la petite phrase, cette phrase-là, on peut pas tout à fait la changer, mais on essaye de toujours continuer à faire du jeu de rôle avec un maximum de personnes différentes, des publics qu'on n'allait pas forcément chercher, ou en tout cas on essaye de mettre en avant de nouvelles choses, la sécurité émotionnelle, peut-être essayer de mieux se renseigner sur tout un tas de sujets qu'on maîtrisait pas forcément à l'époque. Les personnes divergentes ou neuroatypiques. C'est des sujets qu'on essaye de creuser, les questions de genre aussi, c'est des choses qui ont pu être dans la version 1.0 de Nebomor qu'on essaie de changer, du coup, que ce soit à la fois dans l'univers et à la fois dans les personnes avec qui on joue. On essaie de jouer toujours avec des nouvelles personnes et de déconstruire pas mal de trucs qu'on avait à l'époque. Et le tournant, il s'est surtout fait par un changement où on essaie de mettre en avant une vision un peu plus politisée de notre univers, ou en tout cas de l'assumer beaucoup plus clairement, et surtout de déconstruire beaucoup de choses, parce que même si on se prétend depuis très longtemps très politisé, il y a quand même beaucoup de choses qui ont évolué. Nos visions du monde ont pas mal évolué aussi en 10 ans, du coup. Merci beaucoup pour ces petites précisions. On te propose un premier segment où on va discuter un petit peu de l'association. Ensuite, un petit peu les publics cibles que vous avez, justement, notamment peut-être au regard de ces nouvelles directions. Et une partie qui va être un peu plus sur les néo-joueuses, hein, donc les personnes qui découvrent le jeu de rôle et comment est-ce que vous pouvez
aider dans ce processus-là. Ma toute première question, ça va être vraiment du caractère pas spécialement administratif, légal, mais pas loin, étant donné que ça permet quoi le statut associatif pour faire du jeu de rôle. Donc là, je parle autant facilitation avec partenaires, boutique, publication, toutes ces choses-là. Qu'est-ce que ça vous a apporté justement d'être en association? Alors, du coup, nous sommes non seulement un statut associatif, mais un statut associatif loi Alsace-Moselle, hein. Donc, nous ne sommes pas une association au terme France de l'intérieur, mais au terme Alsace-Moselle. Ça nous permet, de façon très administrative, une existence légale, une existence juridique aussi, ce qui n'a pas dans le statut loi 1901. Bon, c'est pas des trucs qu'on a utilisés. Par contre, techniquement, ça nous permet de faire des partenariats, même si le gros de nos partenariats, c'est sur un modèle qui s'appelle le Gentleman Agreement, mais en tout cas, c'est un modèle où le contrat est valable que quand les deux personnes sont d'accord, hein. Donc ça nous a pas permis grand-chose, si ce n'est une grosse reconnaissance, une inscription au tribunal et tout un procédure administrative qu'on doit suivre. Techniquement, on a la liste des membres toujours à jour, on envoie les papiers tous les ans au tribunal. Si, ce que ça nous a permis, c'est du coup, en tout cas à l'époque, le fait d'avoir un compte en banque, puisque il a fallu négocier avec la banque pour faire valoir notre association. Et le compte en banque nous permet d'avoir une assurance, d'avoir principalement une assurance du coup, et de faire quelques achats. Pour le jeu de rôle, c'est surtout pour la partie administrative, ça nous facilite les choses. Et complexifie, parce que techniquement, on n'a pas un numéro associatif comme en loi 1901, on a d'autres numéros, du coup. Parfois, les contrats avec, par exemple, notre distributrice à Marseille, il a fallu essayer de ne pas passer pour lu en leur disant si regardez notre asso existe, elle a été publiée dans un journal obscur. Donc oui, beaucoup d'administratifs. Après pour le jeu de rôle en lui-même, je pense peut-être une certaine marque de confiance parce qu'on essaie de mettre en avant qu'on est une asso locale. Donc j'aurais tendance à dire ouais un stempel un peu confiance. Vis-à-vis de qui? Alors vis-à-vis des boutiques avec qui on est en partenariat, et je me demande vis-à-vis des personnes qui viennent jouer à nos tables. Il faudrait que je pose la question, tiens, j'ai jamais vraiment trop posé, mais si on n'était pas une asso, est-ce qu'on aurait du coup un public qui viendrait aussi facilement? Je sais pas. J'avoue que ça, je suis pas sûr, hein. On peut parler de jeu de rôle dans ta question sur le jeu de rôle, par contre, je suis absolument navré. Il n'y a, y a pas de problème. C'est aussi très intéressant pour, typiquement, moi et j'imagine un certain nombre de spectateuristes qui n'ont pas connaissance justement de comment est-ce que ça fonctionne à l'intérieur d'une association, d'avoir un petit peu aussi les retours de mais concrètement à quoi ça sert. Parce que on peut se dire ok je vais faire ma partie de jeu de rôle. C'est vrai que suivant les ambitions, les envies de toucher, comme tu dis, les questions de rapport de confiance, les partenaires que tu veux aller chercher, etc. Effectivement, possiblement le statut d'association peut aider de ce côté-là. Nous, il y a une contrainte qu'on s'est mis, c'est la transparence dans ce qu'on fait du coup. On essaie d'être vraiment très transparent dans l'incroyable somme monétaire qui passe par notre compte en banque et par les décisions qu'on prend. Nos décisions et la façon de fonctionner sont plus ou moins accessibles relativement facilement. En tout cas, nos débats sont ouverts et techniquement, les documents sont remis légalement au tribunal. Donc, normalement, il y a vraiment une très grande transparence dans ce qu'on fait. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de mettre en avant. Est-ce que par votre statut d'association, vous avez déjà été sollicité pour faire des interventions? Donc, je sais que des fois, il y a des sollicitations pour certaines meneuses d'aller dans des prisons, des écoles, des choses comme ça, et d'aller y animer quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose qui vous est arrivé? On a la chance à Strasbourg d'avoir pas mal d'associations qui fait du jeu de rôle. On en a certaines plus anciennes que d'autres, certaines avec plus de moyens que d'autres. Nous, ça nous est déjà arrivé qu'on ait des demandes officielles ou ça nous est déjà arrivé que d'autres associations nous transmettent des demandes, certaines qu'on a acceptées, d'autres qu'on n'a pas fait. Par exemple, il y a un groupe d'entraide qui s'appelle le GEM ASPI à Strasbourg qui avait demandé à une association des personnes pour venir faire du JDR avec elle et eux. Cette association nous a transmis parce qu'elle savait qu'on c'est quelque chose que nous, on voulait essayer de faire et ça nous avait permis de faire une partie. Et techniquement, c'est déjà arrivé aussi que nous, on retransmette des demandes à d'autres assos parce que soit c'est dans leur coin, soit c'est dans leur corde, soit nous, on se sentait juste pas de le faire. La dernière fois que c'est arrivé, c'était des personnes qui voulaient organiser un très gros jeu de rôle pour, il me semble, un anniversaire avec plus d'une quarantaine de personnes. Nous, on ne sait pas encore faire, donc on avait décliné. Mais oui, du coup, ça arrive.
Comment est-ce que vous jugez justement dans ce cas-là? C'est juste sur des critères, les personnes qui sont membres de l'association disent bon, non, ça, je me sens pas de le faire, ou alors est-ce que c'est juste quelqu'un, si jamais vous acceptez de le faire, qui dit ok, ça, je peux le faire, je peux me déléguer, ou est-ce que c'est des décisions que vous prenez collégialement? On a un ordre du jour pour la plupart de nos réunions, donc nos chapitres. On a un système de vote en interne. Après, on va pas se mentir, ce qui arrive le plus souvent, c'est si vraiment il y a personne de dispo ou de motivé ou d'intéressé, bah, on en discute quand même. Mais en général, si vraiment personne se sent de porter le projet, ça a assez peu de chances que ça se fasse du coup. Et tiens, techniquement, on a déjà fait des projets pour d'autres assos, pour des conventions aussi. C'est des choses qu'on a pu faire. Notamment des projets de création d'univers partagés, ce qui était assez rigolo. T'en as parlé déjà quelques fois, mais justement, peut-être que tu peux détailler un petit peu plus. Est-ce que vous avez des réseaux entre associations qui se sont formés autour de vous? Donc par là, j'entends certes les liens, donc typiquement ouais, les relais d'annonces de demandes, etc. Mais aussi sur tout ce qui va être peut-être des échanges qui peuvent être faits, des formations entre associations. Ça a pas mal changé sur ces dernières années. Techniquement, on avait un genre de rassemblement informel d'associations qui avait pour but le JDR sur Strasbourg et un peu alentour. C'est quelque chose qu'on fait un peu moins ces dernières années pour tout un tas de raisons. Mais ce qu'on faisait à l'époque, c'est qu'on essayait de s'entraider, de se concerter sur parfois des grandes questions qui pouvaient toucher l'ensemble des associations. Ça se fait un petit peu moins, mais on a quand même toujours un réseau. On a quand même la plupart des assos qui se connaissent. On a la plupart des membres qui sont dans plusieurs assos à la fois, ce qui est aussi mon cas, ce qui est aussi le cas de pas mal de personnes dans l'asso. On a un échange d'informations qui marche pas trop mal. Même si, comme dit, ça a un peu changé ces derniers temps, des partenariats qu'on a arrêtés par exemple. Mais on a quand même des échos entre Discord, une info qui va être partagée ici, qui va être partagée. On essaie de faire tourner les infos des autres. Et pour la formation, c'est un peu moins le cas. On avait eu des assos qui avaient du coup des salariés, donc il faut légalement prendre des stagiaires. C'est quelque chose qui avait pu être fait par le passé, mais je ne crois pas que ce soit encore le cas. Si on a des assos sur Strasbourg qui ont officiellement des cours avec l'université de Strasbourg pour le jeu de rôle et sur sa pratique. Je crois que dans l'ensemble des assos de Strasbourg, c'est pas exclu dans les statuts de pouvoir défrayer pour ce genre de choses. Je crois que c'est aussi dans nos statuts, même si on l'a jamais fait techniquement, mais c'est aussi dans nos statuts. Ok, et côté formation entre assos, du coup, vous le faites pas vraiment? Genre par exemple, je me permets de préciser un tout petit peu plus, faire appel à une asso qui soit justement pas spécialement du jeu de rôle, mais plus de questions sur des questions de inclusivité, prise en compte des handicaps, etc. Au début de l'existence de Nebomore, c'était surtout des questions administratives. Par contre, effectivement, ces derniers temps, on a été dans ce sens-là. On a essayé de faire des partenariats avec d'autres assos, notamment Nous Toutes, mais version Unistra, donc l'université de Strasbourg, encore une fois. Je sais que des personnes de Nous Toutes Unistra nous avaient sensibilisé sur les représentations féminines dans les œuvres de fiction et sur les bases des représentations de genre. Donc c'est quelque chose qu'on a fait, c'est quelque chose qu'on veut faire. C'est quelque chose qui, par contre, si on veut le faire bien, coûte pas mal d'argent, ce qui complique un tout petit peu la tâche pour Nebomar. On aimerait beaucoup, du coup, faire un maximum de formation, mais ça implique de devoir défrayer, en tout cas valoriser beaucoup d'autres associations avec un budget qu'on n'a pas encore, hein, malheureusement. Mais c'est quelque chose qu'on aimerait faire, et pour le mettre en avant dans nos statuts, pour devenir membre actif, c'était, ou en tout cas ça devrait être une condition pour pouvoir ensuite voter en interne, d'avoir suivi ce genre de formation ou de s'y être intéressé. Bon, la période de transition n'est pas tout à fait finie, notre charte interne n'est pas tout à fait finie, mais en tout cas, c'est ce qu'on voulait mettre en avant, de suivre des formations sur vraiment tout un tas de sujets qui nous intéressent. Par exemple, sur tous les TSA, c'est quelque chose qu'on aurait voulu aussi mettre en place, mais on a encore un tout petit peu de mal à nouer ce genre de partenariat de formation. Et une dernière question plus sur les missions que vous avez, notamment au regard des nouvelles directions que vous prenez, les missions que vous vous donnez, je veux dire, pardon. Est-ce que vous faites uniquement du jeu de rôle, ou est-ce que vous faites des choses autour, par exemple événements de création de jeux, des rencontres, des choses comme ça? Est-ce que vous vous déplacez je sais que vous avez un stand, vous avez eu un stand à Keisberg l'année passée. Je sais que vous y êtes allé plusieurs années, etc. Est-ce que vous faites d'autres choses? Quelles sont les activités un petit peu que vous faites? On est dans plusieurs conventions, même si c'est un peu moins le cas ces dernières années. À une époque, on était vraiment tout l'été, toute la rentrée, chaque semaine dans une convention. Donc il y a toujours la présence en convention, on essaie de mettre en avant notre univers.
de plus en plus nos façons de jouer. On a des échanges sur la création d'univers qui s'étaient organisés sur notre Discord, qu'il faudrait qu'on refasse. Techniquement, on a des réunions de création, mais plus en interne, par exemple pour le bestiaire, où nos membres ont œuvré ensemble à la création de ce pan de notre univers, tout en essayant de mettre en avant du coup les nouvelles choses qu'on découvrait alors sur les monstres aussi, mais surtout ce qui entoure les monstres et leur représentation. Des rencontres, techniquement, on en fait aussi entre membres, et entre nos membres, on participe des fois aux événements des autres associations, des autres partenaires, quoi. C'est vraiment tout un tas d'autres trucs que là, tout de suite, je n'ai plus en tête. On fait du jeu de rôle aussi de temps en temps. Peut-être juste préciser, parce que je fais un peu la différence, je ne sais pas si c'est votre cas, entre une association et un club de jeux de rôle. J'ai déjà été dans des clubs, notamment sur Grenoble, où l'idée principale c'était de se retrouver à intervalles fixes et de jouer ensemble. Nous, on a tendance à pas faire notre asso, à essayer de jouer ensemble, essayer de faire du jeu avec tout un tas de personnes différentes, mais on se réunit pas à intervalles réguliers. Ce qui complexifie un peu les choses, d'ailleurs, pour un peu l'esprit de groupe. En tout cas, moi, c'est ça que je mettais en avant dans les clubs, le fait de se réunir pour pratiquer l'activité. Là où d'un côté, on se réunit alors, pour faire des réunions, et puis souvent pour faire un peu de JDR. Ce qu'on peut dire un peu plus, c'est sur la pratique du JDR et la pratique des publics. Le fait de faire une association, ça peut aider à monter des projets avec différentes instances de la ville, ou de la commune, ou de la communauté, etc. Et je pense que c'est un très bon moyen d'avoir une mission, le jeu de rôle plus quelque chose, par exemple avoir des publics variés et inclusifs, et d'essayer de monter ça en collaboration avec, la ville. C'est un peu l'exemple typique, ou la Comcom où vous êtes. Et je pense que ça, le côté administratif, non, le côté associatif le permet beaucoup plus facilement. Merci pour ce côté éclairant sur l'association. Et je vais commencer à te poser des questions sur les joueurs. Et tout à l'heure, tu as exprimé que vous aviez eu des formations et vous cherchez plus la diversité dans l'histoire et dans le public ciblé. Mais je suis curieuse, officieusement, quel public vous avez trouvé? On essaie de deux choses, d'avoir un public plus diversifié et d'un public un peu moins centre-ville. Je vais propulser Strasbourg sur d'autres villes que je connais pas bien, mais on a beaucoup de bars à jeux en centre-ville et des publics un peu périphériques, un peu moins desservis. Cette partie-là, c'est pas une très grande réussite. On continue à jouer chez nos partenaires qui sont plutôt en centre-ville, et la partie expédition en dehors, c'est plus difficile, et c'est pas encore très bien établi. Public, on essaye de pas mettre en avant certains JDR, un peu c'est un peu une stratégie d'évitement, donc on essaie de mettre en avant d'autres JDR que Donjons et Dragons, par exemple, et j'ai l'impression qu'on touche un public un peu plus varié et un peu moins bourrin. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. On ne tient pas évidemment de liste, de statistiques sur ce sujet, mais j'ai l'impression en tout cas qu'on a un public un peu plus féminin ces dernières années, et un peu plus cuir également, et un peu moins bourrin du coup, un peu moins de joueurs barbus, chelons qui adorent Donjons et Dragons. Je peux me permettre de généraliser, malheureusement. D'accord. Du coup, c'est plutôt un bon point. Enfin, moi, je le vois comme un bon point. Mais du coup, comment vous faites pour communiquer avec les joueurs et organiser des parties? Et comme il y a une diversification des joueurs, comment est-ce que vous mettez d'accord sur les mécaniques choisies par le jeu? Parce qu'il y a des attentes parfois différentes. Nous, on a un protocole d'annonce de partie très abscon pour les personnes qui ne sont pas dans le JDR, que les gens lisent ou ne lisent pas. On est en train d'essayer de tester en ce moment une plateforme qui s'appelle Hello Asso, sur laquelle on inscrit on demande aux personnes de s'inscrire. Quand on procède sur inscription, ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, c'était un peu selon les partenaires. On avait des boutiques qui géraient les inscriptions pour nous, et c'était du coup des personnes souvent de leur communauté qui venaient. On a toutes les parties en convention qui du coup se basent sur les publics de ces dites conventions. Et là, actuellement, on a un tout petit peu diversifié. On a d'autres partenariats. Et notamment, on a un partenariat avec un bar qui s'appelle les Salons d'Hélène, qui est un bar culturel, qui nous apporte aussi un public différent de ce qu'on a pu avoir avant. Mais on a toujours quand même un peu cette base de personnes très intéressées par la pop culture qui se retrouvent quand même assez régulièrement à nos parties. Et après, on essaie de varier les pubs. On utilise Instagram du coup et nos réseaux, et quand même des personnes qui nous découvrent via Instagram, hein. Et une façon aussi très pratico-pratique de varier, on essaie de varier l'accessibilité à nos lieux.
On a des lieux avec des accès PMR plus compliqués que d'autres. Donc on essaye aussi de varier au maximum ça pour que les personnes en fauteuil, par exemple, puissent pouvoir rejoindre nos parties. On annonce toujours dans les protocoles que vous avez vu défiler. Même dans nos versions courtes sur Instagram, on essaie toujours de préciser si c'est un lieu public, à peu près quel type de partie ça va être et si ce sera accessible ou s'il va y avoir des gens autour, de la musique, des animaux de compagnie par exemple. Bah, c'est génial. Après, on pourrait faire beaucoup plus, je pense, pour varier, de faire des partenariats avec d'autres structures. Je sais qu'il y a des structures ou des bars un peu plus queer qui ont déjà pu organiser des JDR, hein, des bars à jeux aussi. Donc c'est toujours des publics différents souvent d'un lieu à l'autre. Pour résumer grossièrement, vous publiez des annonces et les gens intéressés y répondent et c'est comme ça qu'on sait que l'équipe créée, le groupe créé ne va pas être choqué et va être d'accord sur les attentes. On essaie quand même de repréciser en début des parties. J'essaie quand même toujours de dire à mes groupes qu'il va y avoir de la solidarité, par exemple, et si ça vous embête, tant pis, vous pouvez partir. Ça, c'est peut-être plus dans les parties improvisées ou dans les parties en convention où on découvre vraiment le public en même temps. Les personnes qui s'inscrivent à l'avance, généralement, sont pas choquées. On indique clairement qu'on va utiliser des outils de sécurité émotionnelle, ou en tout cas qu'on va les mettre en avant. Et c'est pas arrivé autrement qu'en convention que des gens fassent des réflexions sur le sujet. Donc, en tout cas, même de travers, même en lecture rapide, pardon, les gens ils savent quand même à peu près dans quoi ils s'embarquent en général. Ok, merci. Quels moyens d'adaptation est-ce que vous avez dans l'association face à un nouveau public du coup? Est-ce que, enfin, dans le sens, je reformule, est-ce que vous avez des retours des joueurs, des informations auprès d'autres associations pour évoluer dans la méthode de communication ou dans les jeux, tout ça? On fait de très longues réunions. Et du coup, on a une lenteur administrative assez énorme. Par exemple, on nous avait fait remonter que notre protocole d'annonce faisait un peu peur et en plus, utilisait des mots pas forcément très faciles d'accès. Donc ça, on a essayé de mettre une version courte, notamment sur un stade du protocole d'annonce. Après, des retours, soit on en a en interne des assos avec qui on participe, et là du coup c'est des abîmes de réflexion, et je pense que les résultats ce sera dans un prochain interview dans quelques années. Soit on a des personnes directement concernées par des retours qu'on peut nous faire, et là du coup on essaie de corriger en interne, de s'améliorer, de discuter de ce genre de sujet. On est vraiment dans la phase de transition, et je pense que les réponses les plus concrètes seront dans quelques années, le temps que tout se mette en place. On s'adapte lentement, je pense malheureusement, ça c'est le constat, mais on essaye de continuer à le faire. Bah, c'est bien. Je trouve que c'est bien. Dernière question pour ma part sur ce sujet-là. Alors, tu as parlé d'annonces tout à l'heure, sur Instagram ou sur les réseaux ou en ligne. Quels moyens vous avez mis en place, si c'est le cas, pour amener des nouveaux ou nouvelles joueurs ou joueuses? Est-ce que vous en avez? Le moyen le plus concret, c'est que si jamais on ouvre une seule table, par exemple dans une boutique où on joue normalement une fois par mois, si on voit que c'est que des personnes habituelles, on peut essayer de leur demander si on peut pas plutôt du coup jouer en interne et laisser la place aux nouvelles nouveaux. Après, j'ai l'impression que ça tourne quand même pas mal. On a quand même un flux assez constant de nouvelles personnes qui vont venir jouer une fois et puis après disparaître et revenir peut-être dans quelques années. C'est aussi beaucoup le cas en convention. En tout cas, pour ma part, sur les one-shots que je fais, j'ai assez régulièrement du coup des nouvelles personnes, hein, que je reverrai potentiellement jamais. Du coup. Mais ouais, je pense que l'action la plus concrète, c'est d'essayer de laisser de la place, du coup, inversement, de combler les tables. Quand on a que quelques personnes, c'est de ramener des gens de l'assaut, mais en tout cas de faire en sorte que les parties se passent dans un sens ou dans l'autre. Ah, ouais, on a de la chance d'avoir vraiment pas mal de personnes et d'assauts sur Strasbourg, donc on a quand même un certain flux de personnes qui viennent découvrir, que ce soit chez nous ou dans les autres assos ou dans les boutiques pour le coup. Après, éventuellement, ouais, d'essayer de faire des événements ponctuels ou en tout cas de favoriser les parties courtes ou les parties de découverte. Je pense que c'est les actions les plus concrètes que je pourrais apporter. Je crois que techniquement, la majorité de nos parties, c'est préciser que les néophytes sont les bienvenus, qu'il n'y a pas besoin de connaître l'univers, qu'il n'y a pas besoin de connaître le JDR ou ses règles pour en jouer.
Ce qui, je pense, va nous amener sur notre bloc suivant, qui va être vraiment sur la phase de découverte de nouveaux publics qui sont soit nouvellement confrontés au jeu de rôle, soit nouvellement confrontés à votre univers et son système. Ma première question va être très large. Comment est-ce que l'assaut organise la découverte pour les nouvelles et nouveaux joueurs-joueuses? Donc ça peut être vraiment la manière dont vous adaptez le jeu, mais ça peut être aussi le cadre dans lequel vous faites, l'environnement. Quelles sont les choses qui facilitent le premier contact? Et ben, je sais pas si c'est une bonne chose, mais on fait pas beaucoup de différence entre les personnes habituées et les personnes néophytes, hein. On fait pas beaucoup de différence. Alors déjà, au sein même de la table, sur quasiment toutes mes parties, les personnes qui sont très hésitantes, je leur dis: «Bah, il y aura pas de différence de toute façon, apportez ce que vous voulez ou ce que vous pouvez à la table et ce sera de toute façon pareil pour les autres autour de vous». En convention, c'est en général le cas aussi. On favorise toujours les parties uniques, donc les one shots en 2 heures ou 4 heures, hein. Et bah, ouais, généralement, il y a pas tant de différence que ça, de traitement. Ça peut arriver qu'on ait des parties réservées à des publics plus adultes, par exemple des parties 16 ans et plus, mais au-delà de ça, on n'adapte pas beaucoup. On se permet juste de préciser quand c'est le cas qu'on va faire de l'horreur ou qu'on va utiliser des règles assommantes, mais c'est à peu près tout, il me semble. Je sais pas si c'était une non-réponse à ta question, du coup. Ah, je trouve pas. Je trouve qu'au contraire, c'est une bonne réponse dans le sens que vous faites pas de distinction et vous plongez directement dans le bain et vous considérez pas que y a nécessité forcément d'une étape où on fait un sous-ensemble de règles, ou limite forcément on cadre plus en temps, etc. Pour moi, ça répond complètement à ma question. On favorise quand même aussi les systèmes de résolution assez simples, hein. J'ai une deuxième face à ma question, entre guillemets. Comment est-ce que vous présentez le jeu de rôle à des publics qui ne connaissent pas le média? Donc autant en termes de texte, hein, qu'est-ce que vous leur dites, comment est-ce que vous le présentez, mais aussi quelle première approche, quel premier pas? Je crois que dans notre tentative de cadrer les parties, on avait une phase définition du JDR. Tentative de cadre qui devait se faire en 2 heures ou 4 heures et qui débordait déjà. Donc tentative un peu non utilisée dans les médias. Alors je sais pas du coup si on a une réponse unique au sein de l'association, parce que je pense aussi que chaque personne présente sa façon de jouer, mais ce qui doit s'en dégager, c'est qu'on va participer ensemble à la création d'une histoire, à un jeu, et surtout la partie importante, c'est que chaque personne va se faire entraîner par les autres dans ce processus, et c'est ce point-là qu'on utilise pour rassurer les personnes un peu hésitantes ou débutantes que bah, de toute façon, vous allez être dans une activité partagée, le fait de voir les autres autour de vous le faire, ça va vous entraîner aussi. Mais après, je sais qu'à une époque, on présentait ça comme la fusion ou le mariage entre le jeu de plateau et le théâtre. Ça fait longtemps que j'ai pas présenté les choses comme ça. Mais je sais plus si on a une présentation très cadrée. Je suis pas sûr. Tout à l'heure, tu as parlé du fait que vous essayez de simplifier. Mais de ton expérience, quel type de règles, de mécaniques ou de scénarios sont les plus difficiles à appréhender pour justement ces nouveaux joueurs? Le temps que je réfléchisse, je vais présenter la question à l'inverse. Souvent, nous, on utilise le Moyen-Âge, ou en tout cas les représentations médiévales fantasy, pour servir de point d'accroche, parce que c'est assez facile et assez intégré à la culture populaire, donc ça nous permet de brasser pas mal de thématiques. Ce qui a tendance à faire peur aux personnes, c'est peut-être les intrigues plus politiques, ou même les intrigues et les enquêtes. En tout cas, c'est cette impression que j'aurais. Le fait de devoir retenir des échanges, des noms, des règles, ça a tendance à être peut-être plus compliqué. Donc j'aurais tendance à dire qu'on privilégie des scénarios pas forcément basés sur la prise de notes ou le fait de retenir un maximum d'infos. On essaie plutôt d'éviter ça, j'aurais tendance à dire. Après, peut-être que les univers un peu trop hardcore aussi, on a tendance à ne juste pas les faire jouer. Je sais que le post-apo, c'est assez rare qu'on en fasse jouer, et si c'est le cas, c'est des versions assez soft. Les univers très dark, je pense aussi, ont tendance à être évités. Cthulhu a tendance à être évité aussi. Pourquoi? C'est une vraie question, j'ai besoin d'être éclairée. Pourquoi les univers plus hardcore, comme tu dis, vous les évitez pour les nouveaux joueurs? Déjà, on sait jamais vraiment l'âge que les personnes vont avoir, sauf si on implique une limitation. Donc ça peut arriver qu'on se retrouve avec des personnes de 12 ans et des personnes de 60. Donc assez souvent, on a peut-être tendance à s'auto-censurer, je pense. Et après, bon, il y a aussi mes goûts personnels, j'ai aussi tendance à éviter ce genre d'univers de façon générale. Mais oui, je pense qu'il y a une forme d'autocensure, ouais. Et comment, toujours pour les nouveaux joueurs, vous mesurez la saturation?
que ce soit dans les scénarios ou dans la temporalité. Je ne sais pas. Du coup, je vais me servir d'exemple pour faire des généralités alors que ce sera vraiment de. J'ai pas de règles en fait, mais c'est déjà arrivé que je joue avec des personnes qui étaient encadrées par peut-être des personnes sur le spectre de l'autisme. Je suis pas tout à fait sûr. C'était en convention. Ces personnes avaient une encadrante qui était avec et c'était elle qui avait mis un terme à la session en disant bah voilà ça suffira. On a joué 40 minutes. Je sais que certaines des personnes vont un peu décrocher, d'autres vont pas vouloir décrocher justement. Donc ça c'est l'exemple le plus concret qui m'est arrivé où c'est vraiment une personne externe à la partie qui a dit bah on va s'arrêter là. On a fait un petit bout d'aventure, c'était très cool. Ce qui était le cas, on s'est arrêté à un point où c'était possible plus ou moins facilement de s'arrêter. On fait des parties très courtes de 2 heures, on essaie de faire toujours une petite pause, mais c'est pas forcément le cas. Et sur les parties plus longues, on essaie de faire une pause pour justement gérer la saturation. Mais je sais pas si on arrive à mesurer celle des participantes. Je sais que moi, je me base souvent sur moi, du coup, pour dire bon, on va faire une pause. J'en ai besoin aussi de toute façon pour réfléchir. Ça va permettre à tout le monde de s'aérer. Mais je sais pas à quel point on a des éléments de réponse. C'est facile quand on a une personne qui fume, qui demande des pauses pour aller fumer. Mais au-delà de ça, je suis pas tout à fait sûr. C'est une question sur laquelle il faut que je travaille, je pense. Et au niveau émotionnel, est-ce que tu as déjà rencontré des personnes, des joueurs ou joueuses qui exprimaient un besoin d'arrêter? Je pense que c'est déjà arrivé. Je pense que ça m'est déjà arrivé aussi à moi de demander des pauses. Faudrait que je pose la question aux autres MJ de l'association, mais j'aurais tendance de mon côté à dire qu'on fait des pauses plus préventives, hein. Mais ouais, c'est déjà arrivé dans les lieux, pas émotionnels, mais plutôt des saturations, au sens où il y avait beaucoup de bruit, beaucoup d'animation, beaucoup de chaleur. Ça, c'est déjà arrivé. Donc ouais, je pense faire des pauses ou alors reporter la partie à plus tard. C'est déjà des choses qu'on a pu faire, hein. Je vais poser une ouverture. Est-ce que tu as des choses que tu as envie d'ajouter de ton côté, Fulgence? J'ai pas mal d'amis autour de moi à qui j'ai demandé c'est quoi, vous, l'intérêt de faire du SDR en association? Et du coup, j'ai quelques petits retours sous les yeux. Ce qui est le plus revenu sur mon panel de 3 personnes que j'ai interrogées, donc pareil, je fais des statistiques sur un nombre indu de personnes, hein. Ce qui est le plus revenu aux personnes avec qui j'ai posé la question, c'est que pour ces personnes, le JDR en association, ça a tendance à être mieux organisé et mieux cadré, et de faciliter le fait de ne pas jouer avec toujours les mêmes personnes pour avoir d'autres points de vue et peut-être mieux se rendre compte quand ouais, alors je vais citer quelqu'un quand on fait de la merde avec un scénario ou avec un contexte historique, par exemple. C'est plus facile d'avoir d'autres personnes avec des points de vue externes, du coup. Et ce qui revient assez souvent, du coup, dans les personnes autour de moi, c'est le fait de passer d'une association à l'autre, d'en fonder, d'aller en participer à d'autres. C'est quelque chose que j'ai retrouvé assez souvent. Mais du coup aussi, ce qui revient beaucoup dans les personnes autour de moi, c'est des profils de personnes qui ont surtout beaucoup joué en association et un peu moins joué de façon isolée avec un groupe fixe. Je sais que ça existe et qu'il y a même peut-être beaucoup de personnes qui pratiquent le jeu de rôle de cette façon, mais c'est des personnes que je connais un peu moins, du coup. Et sinon, j'avais posé 2-3 questions sur les types d'univers. On m'a toujours répondu ça dépend. Même pour l'initiation, ça dépend. Si les gens autour de moi se censurent, ou en tout cas se limitent pour faire l'initiation, ont tendance à éviter certains univers. Et c'est soit le fruit d'autocensure, soit le fruit d'expérience. Je parlais de Cthulhu chez une personne qui, par exemple, me disait qu'elle ne faisait plus d'initiation avec Cthulhu ou avec Vampire. Elle préférait faire ça en dehors des parties avec des personnes néophytes. Et si, de mes quelques interrogations avec ces personnes-là, les assauts de GN passent pour être encore mieux cadrés et encore mieux organisés. Donc une grande source d'inspiration, je pense, pour la sécurité émotionnelle et pour le cadre des parties, les assauts de GN. Dans ma conclusion, inspirée du GN pour faire du JDR, du coup. Ouais, le côté associatif, c'est très cool, ça permet de brasser plein de thématiques autour du jeu de rôle. Je pense que c'est ça la grande force du côté associatif, hein. Une belle conclusion. Et Fulgence, merci beaucoup pour ton temps et tes réponses. Ah, c'était l'interview la plus pointue que j'ai jamais faite, hein. Félicitations. Merci. J'aurais dû me méfier quand vous avez dit on va pas te laisser te présenter, on va poser des questions. Nous espérons que ces échanges vous auront éclairé sur le fonctionnement d'une association de jeux de rôle et sur la manière dont celle-ci peut interagir avec ses joueurs. Si vous voulez participer au prochain débat, vous pourrez nous retrouver sur Twitch lors de notre prochain live. Le lien se trouve en description. Et à bientôt.